Bonjour et bienvenue à cette série d'apprentissage accompagner et intervenir auprès d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs en contexte de pandémie COVID-19 présentée par les sociétés Alzheimer du Québec. Mon nom est Ivani Boyd, je suis conseillère aux familles et formatrice à la Société Alzheimer Rive-Sud. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui la capsule sur les repas. Alors, tout d'abord, on doit savoir que dans le contexte d'une personne qui est atteinte de maladies neurocognitive, il est possible qu'on observe différents changements au niveau des capacités fonctionnelles. Parmi ces changements-là, concrètement, ce qu'on peut observer, c'est la personne atteinte ne puisse plus savoir comment utiliser certains ustensiles, certains couverts, donc avoir besoin d'un peu d'orientation, de guide sur l'utilisation de ces outils-là ou tout simplement d'avoir une aide pour le faire. Il se peut aussi que la personne ne sache plus quoi faire avec la nourriture qui est présente devant elle, qu'elle mette peut-être trop de nourriture dans sa bouche, donc qu'elle ait besoin d'un accompagnement au niveau du rythme de l'alimentation, qu'elle mange trop vite est aussi possible, que la personne avale la nourriture sans avoir bien préalablement mâché, ce qui peut apporter évidemment des risques d'étouffement. Donc, on verra différentes stratégies par rapport à ça un peu plus tard dans la capsule. Et il est aussi possible que la personne mange des produits qui ne sont pas comestibles. Donc, une vigilance est à apporter à ce niveau-là. Au niveau des différentes stratégies, une fois qu'on sait quels sont les changements qui peuvent être observés, comment on peut mieux accompagner la personne atteinte de troubles neurocognitifs. Alors, tout d'abord, on va essayer d'impliquer la personne dans son alimentation. Donc, de reconnaître ce qu'elle est encore capable de faire, de l'encourager à faire la partie qu'elle peut ou qu'elle maîtrise de façon autonome. Et on va accompagner ou compenser pour le reste de l'activité. On peut aussi demander, dans la mesure où c'est possible, ce qu'elle préfère manger. Si, par exemple, il y a différentes options au niveau du repas qui est servi, peut-être commencer par ce qu'elle aime davantage, par exemple. On va aussi utiliser au niveau du matériel des bols, des cuillères, des verres anti-fuite, du matériel antidérapant, peut-être pour limiter les dégâts possibles et pour faciliter l'utilisation de ces outils-là. Donc, il existe différents outils adaptés qui sont possiblement disponibles dans votre milieu. Alors, il ne faut pas hésiter à faire appel à un peu d'aide pour obtenir les meilleurs outils possibles. Ensuite, au niveau des portions, ça évidemment, si l'assiette est très grande, très remplie, ça peut représenter un découragement pour la personne. Donc, on va privilégier peut-être des plus petites portions de façon plus régulière ou des collations, ou à tout le moins d'ajuster le contenu de l'assiette en fonction de ce que la personne, de ses réactions face à l'assiette qu'on lui présente. Évidemment, c'est important de garder en tête la santé bucco-dentaire. Ce n'est peut-être pas aussi facile dans le contexte actuel, mais tout de moins, on va recommander généralement d'assurer des soins, une hygiène bucco-dentaire adéquate parce que, bon, des douleurs au niveau des dents ou encore si la personne a une prothèse dentaire qui est mal ajustée, ça pourrait expliquer certaines réticences que la personne peut avoir lorsque vient le temps de manger. Évidemment, une autre atteinte qui est possible pour la personne, c'est le jugement amoindri. Donc, il va être important de s'assurer de communiquer avec la personne avec des paroles, mais aussi avec des gestes qui appuient. Donc, par mimétisme, par imitation, la personne pourrait reproduire le geste que vous faites et ainsi mieux participer pendant le repas. On va tenter de donner des instructions simples, des instructions faciles à suivre. Donc, une étape à la fois. On va décortiquer la tâche le plus possible en petites étapes et on va les présenter une à la fois à la personne. Donc, par exemple, on va inviter la personne à prendre la cuillère, à la porter au bol, puis à la porter à la bouche. Tout ça, une étape à la fois. Si c'est nécessaire, on pourrait aussi guider un peu plus le geste. Donc, par exemple, déposer l'ustensile dans la main de la personne. Donc, elle reconnaîtra qu'il y a un geste à faire et encore une fois, on peut utiliser l'imitation. Sinon, on peut guider la personne en portant la main vers la bouche avec la cuillère. Parfois, après quelques répétitions, la personne sera capable de le faire de façon autonome. Si la personne semble avoir de la difficulté à s'acquitter de la tâche, on va être respectueux. On va lui proposer notre aide plutôt que de l'imposer spontanément. Donc, peut-être lui demander: «Est-ce que je peux vous aider
avec votre soupe, avec votre repas, avec votre breuvage. On va essayer d'orienter un peu la personne de cette façon-là. La concentration peut aussi être une capacité qui est affectée. Donc, la personne ayant moins de concentration pourrait avoir besoin qu'on limite les distractions autour d'elle. Alors, on va vraiment essayer d'offrir le repas dans un contexte où il y aura le moins de distractions possible, le moins de bruit ambiant, musique. Si une télévision est allumée, par exemple, à la chambre, on va privilégier de demander à la personne si on peut l'éteindre, puis de couper le son et l'image pour le temps de l'alimentation, pour permettre à la personne de se concentrer sur l'alimentation avec vous. On va aussi simplifier la table ou le cabaret, donc on va mettre vraiment ce qui est utile à la personne. On va éviter de multiplier inutilement les ustensiles et tout ça. Donc, on va faciliter de cette façon-là le choix de la personne de prendre, par exemple, le bon ustensile pour manger. Disons, si on prend l'exemple d'une soupe, on mettra la soupe et la cuillère uniquement devant la personne pour simplifier la tâche et le traitement de l'information. On va donc aussi essayer de faire preuve de souplesse, s'il se peut que ça prenne un peu plus de temps, que la concentration soit un peu plus évasive. Donc, on va tenter de ramener à chaque fois la personne vers la tâche, doucement, le plus possible. Tant que le temps nous le permette, on va tenter de faire le preuve de plus de souplesse possible. Il est aussi envisageable que la personne refuse la nourriture, qu'elle crache la nourriture. À ce moment-là, une des premières vérifications à faire serait au niveau de la température. Est-ce que la personne refuse de manger parce que c'est trop chaud, parce que c'est trop froid? Donc, de s'assurer que la température semble adéquate. On va peut-être lui proposer justement le plat qui est préféré, possiblement que la personne a une plus grande attirance pour cette texture-là ou cette saveur-là aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va privilégier pour essayer de favoriser qu'elle s'alimente au minimum à tout le moins. On peut aussi avoir des rappels à faire, donc de rappeler à la personne d'avaler une fois que la nourriture est mastiquée. Donc, tout dépendamment du stade de la maladie, la personne aura besoin de différents niveaux d'accompagnement. Alors, on va évaluer à chaque fois qu'on fait la tâche où se trouve la personne, qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire, qu'est-ce qui semble le plus difficile et on va intervenir par rapport aux différentes difficultés qu'on observe. Au niveau des capacités visuelles et motrices, donc la personne peut effectivement avoir de la difficulté avec la vue. Donc, une vue affaiblie pourrait faire en sorte que ce soit plus difficile de s'alimenter et une perte des capacités motrices aussi. Donc, au niveau des capacités visuelles, ce qu'on va privilégier, c'est d'avoir de la vaisselle qui va contraster, par exemple, avec la table, le couvert, le napperon, ce qui est sous le repas, pour pouvoir bien distinguer les différentes zones dans le plateau ou sur la table. Même chose au niveau de l'assiette, donc la disposition de la nourriture si possible. On va éviter les ustensiles, les couverts qui ont des motifs très importants qui pourraient amener des erreurs de perception. Donc, la personne pourrait chercher à essayer d'attraper, par exemple, les fleurs sur l'assiette. Alors, on va privilégier une vaisselle neutre, mais de couleur contrastée pour pouvoir délimiter. On pourrait aussi utiliser des tasses à plus grande anse. Donc, si la personne a des difficultés motrices, ce sera plus facile pour elle de prendre la tasse. On accompagne la personne, donc dans le geste attendu, on va pouvoir la guider, comme on disait, peut-être en prenant la main, en donnant certains items, en mimant ce qu'on attend de la personne. Ce pourrait être des façons de l'orienter. Et on pourrait aussi, si on voit que la personne a de la difficulté à manger avec des ustensiles et qu'elle refuse l'aide qu'on lui propose, privilégier peut-être à ce moment-là les aliments qu'elle peut manger avec ses doigts. Donc, à tout le moins, elle pourra maintenir une capacité d'autonomie et gérer elle-même son alimentation de cette façon-là. Il est possible d'observer différents comportements pendant l'alimentation. Donc, parmi les éléments déclencheurs possibles, le contexte dans lequel la personne mange, l'environnement. Si c'est très bruyant, s'il y a beaucoup de distractions, ça pourrait être un élément déclencheur du comportement. La frustration aussi, que la personne ne sente qu'elle ne peut pas participer ou qu'elle n'est plus capable de faire certaines choses. Donc, de constater ses propres pertes d'autonomie peut amener de la frustration. C'est dans cette mesure-là qu'on va encourager la personne à participer le plus possible en essayant d'adapter pour lui permettre d'avoir
le plus d'actions possibles dans son repas qu'elle pourra faire par elle-même. La précipitation aussi, si la personne nous sent empressée ou si on presse la personne avec notre façon de l'aborder ou de lui nommer les choses, il est possible qu'il y ait une réaction de défense ou que la personne résiste à ce moment-là à s'alimenter. Donc, on va essayer de prendre notre temps le plus possible. Le besoin de se faire aider pour manger peut en soi être un objet de frustration. Donc, on revient un peu à la frustration par rapport aux différentes pertes d'autonomie de la personne. Le fait d'être alimenté aussi, de ne pas pouvoir s'asseoir le temps d'un repas. Donc, encore une fois, si on est dans la précipitation, ça pourrait contrarier la personne. Et l'attitude avec laquelle on va offrir le soin, l'aide peut aussi jouer. Donc, si elle sent qu'on est empressé, qu'on est frustré, qu'on manque de temps, il est possible que ce soit aussi un contexte qui favorise une réaction de la part de la personne. Donc, si le temps nous manque, on va tenter de le laisser moins paraître ou peut-être de prendre une pause, aller vers une autre tâche et revenir pour compléter le repas avec la personne. Alors, dans les différentes stratégies qu'on peut adopter lors d'un repas, ne donner qu'un aliment à la fois. Alors, s'il y a plusieurs items au niveau du repas, par exemple une soupe en entrée, un repas principal, un dessert, on va vraiment les présenter un item à la fois avec les bons ustensiles, comme on disait tout à l'heure, pour simplifier. Il se peut qu'on ait à interrompre le repas à quelques reprises parce que la personne a un autre besoin ou parce que vous êtes appelé vers une autre tâche. C'est correct, on reprend lorsque c'est possible. Si la personne résiste, on peut donner une petite pause et reprendre ensuite. Il faut aussi essayer d'éviter des routines qui sont nouvelles pour la personne. Donc, par exemple, quelqu'un qui, toute sa vie, n'a jamais mangé de petit déjeuner, il se peut qu'elle soit encore aujourd'hui réfractaire à ce repas-là. Alors, à ce moment-là, on va trouver une alternative, peut-être d'éviter le petit déjeuner, de plutôt proposer une collation en avant-midi, quelque chose comme ça, pour respecter le rythme et les choix de la personne. Au stade avancé de la maladie, donc il y a différents stades et chaque stade présente ses propres difficultés. Au stade avancé, il se peut que la personne ait une perte d'appétit plus importante, qu'elle ne puisse plus s'alimenter seule, donc elle a vraiment besoin de toute votre aide pour pouvoir accomplir la tâche. Il peut aussi y avoir des difficultés au niveau de la déglutition, pardon, donc la difficulté à avaler, par exemple, donc un plus grand risque d'étouffement. C'est quelque chose qui est souvent observé avec les dégénérescences, comme on le disait, motrices et tout ça, au niveau même physique ou de l'accomplissement de certaines tâches plus de base, comme avaler, il peut y avoir des difficultés pour la personne atteinte. Donc, à ce stade-là, on va davantage se préoccuper d'assurer une qualité de vie à la personne qui est atteinte plutôt que de s'assurer d'un régime alimentaire équilibré. Donc, dans le cas où la personne refuserait, accepte seulement de manger du dessert, ce n'est pas l'idéal pour la santé de façon générale. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle mange un minimum, donc qu'elle ait un minimum d'apport calorique et que ce moment-là soit satisfaisant pour elle. On va donc tenter d'être conciliant et de faire des petites entorses à nos modèles habituels. Donc, il est possible que la personne n'ait pas 3 repas par jour, qu'elle ne mange pas l'ensemble du repas. On va suivre le rythme de la personne. On peut aussi proposer des aliments nutritifs ou des substituts dans le cas où c'est devenu vraiment une difficulté importante. Au niveau matériel, on va aussi essayer de ne pas utiliser, en fait, les pailles. Donc, la personne pourrait ne pas comprendre le fonctionnement et il peut aussi amener des problèmes au niveau de la déglutition. Donc, on va plutôt privilégier de prendre un breuvage à la tasse, une petite gorgée à la fois. Donc, voilà, quelques petits conseils en bref. Merci d'avoir participé à cette capsule sur les repas. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur d'autres sujets, d'autres capsules sont disponibles dans cette série d'apprentissage. Alors, je vous invite à les consulter. Vous pouvez aussi consulter le site web de la Fédération des sociétés Alzheimer du Québec où une panoplie d'informations existe sur la maladie et sur différentes activités de la vie quotidienne. Et finalement, vous pouvez aussi nous écrire à info@alzheimerquebec.ca. Donc, à cette adresse-là, vous pouvez adresser vos questions, vos préoccupations.
Alors, j'en profite donc pour vous rappeler que les 20 sociétés Alzheimer sont disponibles en ce moment pour vous accompagner, répondre à vos questions et peut-être voir avec vous différentes pistes d'intervention pour les situations auxquelles vous pouvez faire face actuellement. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.